Je sais pas vous, mais moi, quand je fais face à un échec, je le vis super mal. Ok, donc juste pour vous donner un peu de contexte, il y a quelques mois, Inès Sivignon m'a contacté pour participer à son projet de bundle. Je vous rappelle rapidement le principe. Avec 12 créateurs de contenu, on s'est rassemblés pour vendre un pack de formation à un prix mini pendant un mois seulement. Sur le papier, franchement, le succès était garanti. Et moi, quand on me présente un projet aussi génial que ça, je fais toujours la même chose. Je fais des plans sur la comète. Avec ce projet, je m'étais dit que je pourrais enfin me payer un comptable, dégager un budget pour faire des Facebook ads, investir dans une caméra pour mes vlogs, m'acheter un super aspirateur Dyson beaucoup trop stylé, et surtout, de pas avoir à vendre mes services pendant quelques mois pour pouvoir me concentrer à fond sur la construction de mes formations en ligne. Bref, j'avais beaucoup d'attentes. Sauf qu'une attente, c'est une construction mentale qui désigne une chose dont la venue est souhaitée, mais incertaine. Et un jour, on se prend la réalité en pleine face. Et la réalité, moi, elle m'a dit que les choses se sont pas passées comme j'avais prévu et que toutes mes attentes sont tombées à l'eau. Adieu le comptable, adieu les Facebook ads, adieu la caméra, adieu le Dyson, adieu le rêve de formation en ligne cette année. Je sais pas si je suis un cas isolé, mais vraiment, je déteste que mes plans tombent à l'eau. Au début, quand je réfléchissais à comment j'allais faire cette vidéo, ma première idée c'était de vous expliquer comment je surmonte un échec, mais en vrai, je pense que je gère pas du tout ces situations. En général, je passe d'abord par une phase de rage que j'externalise en bossant de ouf sur tout ce que je peux faire avancer. Je vais me défouler sur mes side projects, me lancer dans les tâches administratives délestées jusqu'ici, répondre aux mails et messages oubliés, le tout vraiment juste histoire de cocher plein de cases et me donner l'impression qu'il y a bien certaines choses qui avancent comme je veux. Puis, au bout de 2 jours, toute mon énergie retombe comme un soufflet. Et là, j'entre dans la phase que j'appelle doudou canapé. À ce moment-là, je laisse la déception traverser tout mon corps. Je dors beaucoup plus. Je regarde des films à l'eau de rose qui me font pleurer. Je passe un temps complètement démesuré à faire mes ongles. Je glande avec mes potes. Je mange du chocolat. Encore du chocolat. Beaucoup de chocolat. Et puis je scrolle. Dans un premier temps, pour comparer mon travail à celui des autres. Je cherche pourquoi ça marche pour eux, mais pas pour moi. Je sais pas pourquoi je fais ça en vrai. Mais c'est comme si mon cerveau voulait confirmer que je fais effectivement de la merde. Puis, à force de scroller, je finis par chercher de l'info pour comprendre comment m'améliorer. Je regarde des tutos YouTube, je lis à balle d'articles, j'ouvre toutes les newsletters oubliées, bref, je tombe dans la phase d'incubation dans ma grotte. Et un beau matin, ça y est, j'ai finalement évacué toutes les pensées négatives et refait le plein d'énergie. C'est le grand coming back. Je fais un maxi ménage, mais littéralement. Tout y passe. Fenêtre, sol, salle de bain, cuisine, bureau. Comme ça, j'ai vraiment l'impression de nettoyer mon esprit et de repartir de zéro. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais automatiquement dénigré ma manière de gérer un échec, alors qu'en vrai, je me suis jamais vraiment renseignée sur les différentes stratégies pour gérer la frustration. Du coup, pour pas mourir bête et dire n'importe quoi sur YouTube, j'ai tapé sur Google « Comment gérer un échec ?» Franchement, je vous déconseille de taper ça sur Google. Entre les articles de Psychologie Magazine, les vidéos YouTube motivationnelles d'entrepreneurs qui promettent la fortune de Steve Jobs, ou celles des coachs de vie qui te disent d'ouvrir tes chakras pour lâcher prise, j'y ai perdu quelques heures de ma vie. Mais au milieu de tout ça, j'ai quand même fini par tomber sur une vidéo de l'aventurier Mac Horn que j'ai adorée. Il donne énormément de conseils orientés mindset, mais aussi une technique concrète que j'ai voulu appliquer. Ok les gars, aujourd'hui c'est décidé, je vais tenter une technique pour améliorer ma gestion de l'échec que j'ai vue sur la chaîne YouTube de Mike Horn. Donc l'exercice c'est de faire une liste de l'échec. Donc d'un côté il faut que je rédige tout ce que j'ai fait de pas bien mais qui était dans mon spectre d'action, en fait qu'est-ce que j'aurais pu améliorer au final en bullet points. Et puis de l'autre que j'écrive aussi à l'inverse, qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'il faut que je continue. Voilà, moi je trouvais que c'était plutôt une bonne idée, donc j'ai envie de la tester. Et c'est parti. Feuille de papier, check. Stylo. Et des petits trésors, bien sûr. Jamais une réflexion comme ça sans trésor. C'est pas possible. Putain, c'est dur à faire. En fait, ce qui était difficile avec ce projet, c'est que déjà, c'était le projet d'Inès Sivignon. Et ensuite, on était 12 dedans. Donc, finalement, les choses que je peux faire pour améliorer
le projet, mais qui sont dans ma responsabilité ou dans les choses sur lesquelles j'avais une capacité d'action, bah en fait c'est là où je sais pas trop qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Je suis un peu bloquée là-dessus quoi. Bon, je vais laisser ça mijoter un petit peu dans ma tête et puis je reviendrai dessus plus tard. Je vous tiens au courant. Bon, les jours sont passés et j'ai pas vraiment réussi à trouver de solution. Alors j'ai décidé de fouiller encore plus loin dans Google. Et à force de creuser, j'ai fini par trouver des articles un peu plus complets. Et il y avait toujours 2 noms qui ressortaient, ceux de Lazarus et Folkman. Alors forcément, j'ai voulu en savoir plus. Richard Lazarus et Susan Folkman sont tous deux des psychologues et auteurs du livre Stress, Appraisal and Coping. Alors je savais pas, mais en fait le terme coping se dit aussi coping en français. Et en gros, ça va correspondre aux techniques qu'on va utiliser pour faire face aux situations de stress. Alors selon Lazarus et Folkman, il existe 2 types de stratégies. D'un côté, on va avoir le coping qui est plutôt centré sur le problème. Donc ça, c'est tous ceux qui sont en train de chercher une solution concrète à leur problème. Donc ça peut être par exemple de chercher de l'information, ou alors d'aller chercher du soutien d'un ami, ou encore de se réorganiser pour faire les choses différemment. Et après, on va avoir le coping qui est centré sur l'émotion. Donc là, en fait, c'est le lâcher-prise. Donc ça va plus être une question d'accepter la réalité, de relativiser, de se concentrer sur le positif, etc. Alors de ce que j'ai compris, les 2 stratégies, elles se valent complètement. En fait, ça va plus être une question de contrôle de la situation ou non. Donc en gros, quand on fait face à un problème, la question qu'il faudrait se poser pour savoir quelle stratégie utiliser, c'est plutôt est-ce que je dois changer ma situation, donc l'environnement, ou est-ce que je dois plutôt changer la manière dont j'y fais face? Je vous donne un exemple, si vous êtes dans une relation toxique, le problème c'est la relation, donc c'est l'environnement, et donc là, il faudrait plutôt adopter une stratégie de coping problème et changer la relation que vous avez. En revanche, si vous faites face à un deuil, bah là, vous pouvez rien y changer concrètement. Du coup, il vaudrait mieux utiliser une stratégie de coping émotionnel, parce que comme ça vous permettra de mieux vivre avec la situation. Tout d'un coup, j'ai compris pourquoi j'étais bloquée avec le tableau de Mike Horn. En fait, c'est parce que je faisais face à une situation où justement j'avais pas de contrôle, et du coup, fallait que je fasse une stratégie de coping émotionnel, quoi. Lâcher prise. J'ai toujours détesté ce terme. Tout le monde en parle comme si c'était aussi simple à dire qu'à faire. Et pourtant, je pense que c'est hyper compliqué. Du coup, j'ai cherché s'il n'existait pas des techniques pour mieux lâcher prise. Voilà. Alors, voici quelques exemples de manière saine de faire du emotion coping, donc du lâcher prise. Oh, bah tiens. Clean the house. Prendre soin de son corps d'une manière qui nous fait sentir bien. Faire ses ongles, faire ses cheveux. Ah, attendez, ils ont aussi des manières non saines de coping à éviter. Trop manger. Trop dormir. Bon, alors apparemment, il existe effectivement des manières plus efficaces que d'autres pour faire du coping. Dans le négatif, on retrouve par exemple la résignation. Donc ça, c'est quand on a le contrôle sur la situation, mais qu'on fait rien. Mais à l'inverse de ça, on a l'acharnement, qui est pas mieux non plus. Donc ça, c'est quand on n'a pas le contrôle de la situation, mais qu'on s'obstine quand même à faire du coping problème et à essayer de faire des choses pour que ça avance. Après, on a l'évitement. Alors là, c'est mettre les choses sous le tapis. Donc on peut par exemple chercher à engourdir ses émotions, soit par l'abus d'alcool ou alors dormir trop. Ou ça peut être de fuir les pensées déplaisantes en pratiquant avec excès des activités compensatoires, comme regarder trop de films ou manger. Finalement, cette petite recherche m'aura permis de me rendre compte que je suis pas si nulle que ça pour gérer un échec. Jusqu'ici, je pensais vraiment qu'il y avait 2 types de personnes. Ceux qui, comme moi, perdaient 1 semaine de leur vie après un échec, et ceux sur qui l'échec glisse comme une savonnette. J'avais vraiment un sentiment de culpabilité quand je passais des heures à regarder des films ou à faire mes ongles. Je voyais bien que ça faisait pas avancer le schmilblick, et en même temps, j'avais pas l'énergie pour faire autre chose. Du coup, je me sentais coincée. Et au final, je me rends compte que c'est juste du coping, et qu'on passe tous par cette phase, peu importe la stratégie qu'on choisit. Au final, faut accepter de prendre du temps pour digérer.